Bonjour à tous. Sauf avis contraire de la Cour suprême, saisi pour contester la décision de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, le parti Les Démocrates n'ira pas non plus aux élections communales, comme c'est déjà bouclé avec la présidentielle. Le parti dirigé par Boni Yahi a vu ses dossiers rejetés par l'instance en charge de l'organisation des élections au Bénin. C'est l'actualité politico-électorale à l'heure actuelle, même s'il y a une autre, celle-là très attendue demain, vendredi au Parlement, après de nombreux reports. La plénière à l'Assemblée nationale est convoquée pour demain, vendredi, pour ouvrir les débats entre les députés autour de la question de la révision de la Constitution et de la création éventuelle du Sénat. Nous allons analyser tous ces sujets ensemble et voir les enjeux politiques, notamment autour du second. Anissé Kalosoke, bonjour. Bonjour Tanguy. On va commencer déjà par le sort du parti les Démocrates. Le parti de Boni Yahi a nouveau recalé. Oui, le parti de Boni Yaya à nouveau recalé, mais avec des arguments, ma foi, qui sont faciles à démonter quand on a la preuve du contraire. Bon, et donc, moi, je considère que même si ce parti est recalé aujourd'hui et se plaint de ce qu'il y a de l'arbitraire dans la décision de la Sénat, il leur est loisible de produire tous les documents qui montrent leur bonne foi. Et comme ils ont eu la bonne idée de saisir la Cour suprême, on attend de savoir ce que dira la Cour suprême au regard des preuves que On, le parti apportera. on a quand même eu la réaction du porte-parole du parti, notamment en charge de la communication du parti, l'honorable Guy Dossou Tokwe, qui faisait comprendre qu'ils ont rempli toutes les conditions. Oui, ça c'est lui qui le dit. Et je pense qu'il faut aussi quand même faire un peu confiance à nos institutions parce que la plupart du temps, lorsque les choses ne vont pas dans le sens où nous le souhaitons, nous avons tendance à diaboliser toutes nos institutions et ça n'arrive qu'au moment où ça nous défavorise. Et je pense que si la Sénat avait été aussi mal inspirée que ça depuis le début, on aurait su. Et donc, quelque part, je pense que les membres du parti LD disent ce qu'il faut dire. Parce que quand même, on ne peut pas venir sur la place publique, reconnaître qu'ils ont été dans l'incapacité absolue de produire les pièces qu'il fallait pour être en règle. N'oubliez pas qu'il y a des autorités administratives qui sont venues sur la place publique pour dire qu'il y a eu des duplicata et des triplicata qui ont été délivrés de façon indue. Peut-être que ces documents-là n'ont pas pu être utilisés à la fin pour ne pas se retrouver dans une situation de délit face à la loi. Donc peut-être qu'on a dû retirer ces documents-là pour que ça ne produise pas des effets légaux. Donc je considère que si ces autorités-là sont sorties, c'est parce qu'il y a anguille sous roche et qu'aujourd'hui, quelques membres du parti sont poursuivis pour faux et usage de faux. Le fait d'avoir saisi la Cour suprême nous permettra tous d'être situés sur. On va analyser ce procédé, ce processus et les chances, en tout cas, de voir leur requête aboutir. Mais la sortie de Guy Mitokwe a quelques trois intérêts. D'abord, il a fait savoir qu'ils avaient rempli toutes les conditions. Ensuite, il a rappelé quand même qu'ils avaient eu des difficultés à obtenir les quitus fiscaux. Ils ont attendu, par exemple, jusqu'à la dernière minute du vendredi, jour, dernier délai, par exemple, pour apporter les dernières pièces et ils n'ont pas pu obtenir. Oui, bon, comme je le dis, c'est lui qui le dit. Et la Cour suprême est chargée de juger les excès de pouvoir. Par conséquent, s'ils ont pris toutes les précautions par rapport au délai de délivrance du quitus fiscal, il y a des huissiers, il y a des agents de l'État qui sont assermentés et qui, ma foi, lorsque la situation se présente, savent comment s'y prendre pour que devant une juridiction comme la Cour suprême, on puisse produire toutes les pièces qui montrent qu'on a de bonne foi. Il y a un argument pour le moins inattendu, avancé aussi par le parti à travers son porte-parole. C'est quand même cette demande faite de procéder à l'audit de toutes les candidatures parce que justement le parti soupçonne ou sous-entend un certain favoritisme vis-à-vis d'autres partis politiques. D'ailleurs, celui qui faisait sa conférence disait qu'il y a d'autres partis qui étaient encore au sein de l'institution à fournir encore au compte-gouttes des pièces, etc. Alors qu'on était largement passé au-delà donc du délai qui était imparti. Oui, et c'est de ça que je vous parlais quand je vous disais qu'il y a des agents qui ont la latitude de constater ce genre de choses et de se saisir de ces preuves-là
pour se pouvoir devant une institution comme la Cour suprême, pour dire non, on nous a recalés, mais pendant ce temps, il y a d'autres qui continuaient. Et ça a été prouvé par voie d'huissier qu'on a saisi et qui a fait les constats. Bon, donc ces choses-là, quand on rentre dans le cadre de la légalité, il y a des procédures pour prouver sa bonne foi. Donc, LD, il ne leur suffit pas de venir sur la place publique pour clamer leur innocence ou leur bonne foi. Il faut qu'ils puissent prouver devant l'institution judiciaire qu'ils ont saisie qu'ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils ont été brimés et qu'on a abusé de la loi pour les exclure. On a quand même aussi cette surprise pleine de sous-entendus que les deux partis de la mouvance sont toujours à jour. Oui, quelque part, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison politique dans tout ça. Et moi, sans langue de bois, je vous avais dit la dernière fois, à partir du moment où Boni Yayi prenait le parti Les Démocrates, il entrait dans un affrontement direct avec son successeur qui ne pouvait pas se laisser faire, qui a dû prendre des dispositions pour anticiper un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense que oui, il y a quelque part un peu de jeu politique dans tout ça et que LD ne s'est pas donné les moyens de sa politique. LD qui a pris le temps de menacer Patrice Talon, de déstabiliser sa mouvance. Et ils sont venus le dire sur la place publique. Ils sont venus dire sur la place publique que lorsque le pouvoir sera arraché à Patrice Talon en 2026, et que c'est dans la voiture qui va amener les autorités du lieu de prestation de serment vers la présidence, qu'on va commencer déjà par signer les décrets pour déconstruire tout ce qu'il a fait pour remettre le compteur au niveau où il était en 2016. Donc, quand vous dites ces choses-là, vous ne pouvez pas espérer que celui en face de qui vous êtes se croise les bras et attend tranquillement que vous puissiez réussir. Donc, voilà. Et donc, il y a forcément aussi un peu de jeu politique à l'intérieur de tout ça. Ça, c'est sûr. Et curieusement aussi, le parti, je dois dire, LD, qui n'y arrive pas, c'est quand même curieux, hein, cette coïncidence que depuis 2016, il n'a plus être au rendez-vous, à un rendez-vous électoral qu'à celui de 2023. Et là encore, il a fallu que la Cour constitutionnelle permette un rattrapage, je dois dire, du processus pour que justement le parti soit repêché. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas, ou peut-être qu'il y a quelque part une main qui les y empêche. Oh, c'est possible qu'il y ait une main qui les y empêche, parce que comme je viens de vous le dire, il n'y a aucune raison que le successeur de Boni Yayi se croise les bras et le laisse, lui, qui a déjà fini ses 2 mandats et qui est déjà sorti du jeu politique, le laisse ramener son équipe à lui pour déconstruire complètement ce qu'il a fait. Donc, c'est de bonne guerre. Par contre, je dis, même si la mouvance présidentielle profite un peu de cette difficulté des démocrates, il y a quand même à l'intérieur du parti des raisons qui disqualifient le parti et qui font que les autres ne font peut-être qu'en profiter. Ou même, on va dire, peut-être que les autres n'ont même pas encore déroulé véritablement un plan pour les exclure et que ce sont eux-mêmes d'abord par les dysfonctionnements qu'il y a à l'intérieur de leur parti qui se font harakiri. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont irréprochables. On ne peut pas dire que ce parti a travaillé sereinement à préparer les dossiers et est prêt, peut-être 3 ou 4 mois avant même que la Sénat lance tout le monde connaît la date. Tout le monde connaît les échéances. Pourquoi est-ce que le parti attend les derniers moments pour demander des pièces qui auraient pu être demandées depuis... On aurait pu préparer tous ces dossiers-là depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêchait de le faire? Pourquoi attendre le dernier moment? Parce qu'il y a des problèmes à l'interne et que le positionnement n'a pas dû être facile. Et que certainement, comme le disent certains, même au niveau de la Sénat, on a continué de tripatouiller les dossiers à l'intérieur du parti pour que des noms soient remplacés, que des dossiers soient remplacés. Bon, tout ça, si le parti le fait, c'est normal qu'il y ait à un moment ou à un autre des choses à leur reprocher. Je pense que c'est par impréparation que le parti LD se retrouve aujourd'hui dans une telle situation. Parce que sinon, on aurait pu remarquer de façon très flagrante les raisons pour lesquelles il serait aisé de dire on a fait de la politique ahurie pour les éliminer. Mais ils ne sont pas irréprochables et il y a plein de problèmes à l'intérieur du parti. Et ce n'est pas facile non plus de laisser tous ces problèmes-là et d'aller chercher le bouc émissaire de leurs problèmes, de leurs complications ailleurs. Comme on dit, nul n'a le droit de se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc, moi, je pense que le parti a péché par
défaut de préparation, déjà pour la présidentielle, où le comité a été installé vraiment à la toute dernière minute pour nous sortir un candidat avec tous les problèmes qu'on connaît. Et je pense que c'est la même chose qu'on fait également pour les communales et qu'on va faire aussi pour les législatives. Parce que, bon, quand on se connaît dans le parti, on sait qui doit être candidat et qui peut ne pas être candidat. On a pris un certain nombre de dispositions, surtout qu'ils ne sont pas au pouvoir et que ça leur laissait toute la latitude vraiment de se préparer et d'avoir des listes absolument impeccables et à jour, bien avant que la Sénat lance les appels à candidature. Donc le parti qui ne sera peut-être pas au rendez-vous, en tout cas on attend l'avis de la Cour suprême et les démocrates qui, ma foi, et à leur corps défendant, jouent bien les démocrates en saisissant, je dois dire, l'instance concernée par ces genres de contentieux. Quand on voit un peu tous les déboires qu'ils ont connus, hein, avec notamment la Cour constitutionnelle, je ne me rappelle pas que s'ils aient saisi la Cour constitutionnelle et qu'ils aient eu gain de cause sur un dossier, j'avoue que ma mémoire flanche là-dessus. Quelles sont les chances de se voir, je dois dire, donner des... Enfin, aboutir leur requête devant la Cour suprême aujourd'hui? Les chances ne sont pas très élevées, pour ne pas dire qu'elles sont nulles. Parce que vous avez bien vu que lorsque la Sénat a été obligée d'aller devant la Cour constitutionnelle pour se justifier, elle l'a fait en prenant toutes les précautions depuis le début pour montrer toute sa bonne foi et demander carrément à la Cour constitutionnelle de disqualifier le parti Les Démocrates. Et la Cour les a suivis parce que leur argumentaire était très bien élaboré. Donc je pense que de la même façon, lorsque la Sénat sera convoquée devant la Cour suprême, elle présentera aussi un argumentaire qui sera difficile de battre. Donc, moi, je ne compte pas trop sur ce jugement de la Cour suprême. Vous verrez que en 2023, on l'avait dit sur le plateau la dernière fois, pour qu'ils aillent aux élections, il a fallu que la Cour constitutionnelle prenne une décision qui avait tout l'air d'un arrangement politique. Et je pense que c'est cette capacité à transcender les clivages et à chercher l'opportunité de gagner coûte que coûte qui manque aujourd'hui aux démocrates qui sont dans un peu comme dans un jeu fermé. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier qui a pu peut-être, c'est pas le mot approprié, hein, mais c'est celui-là que j'ai apporté demain, qui a pu peut-être attendrir la Cour constitutionnelle au point de l'amener à leur permettre de participer aux élections législatives de 2023. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à l'époque alors, qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui, qui les empêche d'être non seulement exclus de la présidentielle, mais aussi des législatives? Ils ont rencontré le chef de l'État. Et c'est ça qui a produit le résultat que nous savons. Mais nous savons aussi que cette fois-ci, Boni Yahi, en personne, a rencontré le chef de l'État et que lorsqu'il est sorti de cette audience, il a fait une déclaration qui marquait une rupture de dialogue. Et qu'à la suite de ça, Patrice Talon est venu sur la place publique pour dire qu'il en a marre de protéger quelqu'un qui est à l'origine de tous les troubles. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue constructif et que, quelque part, il a manqué, à mon sens, ce qui, en 2023, avait permis d'avancer. Et là, maintenant, on aura le schéma de 2020 à peu près, qu'on a eu de 2020 à 2025. Les exécutifs communaux et municipaux tenus par 3 partis politiques, BR, UPR et FCBE, si mes souvenirs sont bons. FCBE qui a aussi validé, ma foi, ces dossiers de candidature. On aura donc 3 partis politiques qui vont diriger les communes sur près de 10 ans. Oui, c'est ce que nous aurons. Parce que c'est ce qui se dessine manifestement. Et il n'y a aucune raison de penser que ceux qui seront dans ce parti-là et qui vont diriger les communes seront moins patriotes que ceux qui ne sont pas éligibles. Donc non, moi je pense qu'il y a un nouvel ordre politique qui se dessine et qui, ma foi, donne beaucoup à réfléchir et même crée des frictions par endroits parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Incompréhension sur le fait que nous sommes partis de quelque part. Il y avait nécessité, dans la façon dont nous avons conduit le renouveau démocratique jusqu'en 2016, il y avait nécessité à faire des réformes. Ça, il faut toujours savoir d'où nous sommes venus pour nous projeter dans l'avenir. Il fallait faire des réformes. Réformes dont la nécessité a été constatée à la fois par
Adrien Mbedi, qui était président de l'Assemblée nationale, au cours d'une session qu'il ouvrait, au cours aussi comment on va dire, d'une présentation de vœux à la présidente de la République. Entre les institutions. Et surtout, constat fait par Boni Yayi, qui était président en exercice en 2010, en 2006 et 2016, qu'il y avait impérativement nécessité à réformer. D'accord? Mais je crois que nous avons commis 3 péchés en 2016. Le premier péché, c'est de faire le dégagisme dont nous sommes coutumiers. Quand un chef d'État est en fin d'exercice, quel que soit ce qu'il a pu accomplir, on considère qu'il faut qu'il dégage et on le charge de tous les péchés d'Israël sans discernement. C'est ce que nous avons toujours fait. Deuxième péché, nous avons considéré que Patrice Talon était une victime. Et que quand quelqu'un est dans la position de la victime, il faut lui rendre justice. Sans chercher à savoir ce que nous gagnons et ce que nous perdons en faisant cela. Troisième chose, Patrice Talon a dit très clairement, je viens faire la rupture. Et personne n'a été suffisamment informé sur ce qu'il venait faire quand il disait, je vais rompre. Est-ce que c'est nous qui allons nous informer ou c'est lui qui va nous dire ce qu'il veut rompre? Il a fait campagne. Oui. Il a fait campagne et il a dit, dans le fond, oui. Il a dit ce qu'il était nécessaire qu'il dise. Mais nous ne l'avons pas écouté. Parce que nous n'écoutons pas ce genre de choses. Personne ne l'a écouté. Quand il dit je viens réformer, personne ne l'a vraiment écouté. Oui, mais tout le monde pensait que c'était un homme d'affaires qui arrivait et que les conteneurs d'argent allaient venir et que nous allions... donc, personne n'a écouté ce qu'il disait. Il a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit. Mais il n'a pas dit la façon dont il voulait le faire et il n'a pas non plus dit personne ne lui a demandé. On ne va pas lui demander. Non, attends. Quand quelqu'un vient vers vous pour dire voilà ce que je vais faire, s'il y a des zones que vous ne comprenez pas, vous lui demandez. Vous lui dites mais tu veux faire ça comment? Parce qu'il faut quand même que je comprenne ton programme, enfin du moins ton projet de société, avant d'y adhérer et de dire bon, je soutiens. Oui, mais le niveau de culture démocratique et d'instruction des populations ne permettait pas. Et c'est dans cela que la démocratie a eu un handicap. Et c'est pour ça qu'il faut réformer. Et c'est pour ça qu'il faut réformer. Et celui qui réforme, on lui fait toujours ce procès de le faire en sa faveur. À son profit. Parce que c'est lui qui a la vision de cette réforme. Parce que c'est lui qui a le programme de cette réforme. C'est lui qui a la méthode de cette réforme. Donc, on l'accuse aussi de tous les pays d'Israël. Mais celui qui réforme, ce n'est pas lui qui a péché. Qui a péché? Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à un moment, à un niveau de notre démocratie où il a été absolument nécessaire de réformer? Qu'en avons-nous fait de notre démocratie depuis 1990 pour qu'il soit absolument nécessaire de faire des réformes? Nous avons été laxistes avec notre démocratie. Nous nous sommes amusés avec notre démocratie. Nous avons passé le temps à jouir de la démocratie sans savoir quels sont les devoirs et les obligations que nous avions envers notre pays. Tout le monde profitait de l'argent de l'État et on pensait que c'était ça qui était normal. C'était la démocratie. Donc, ce n'est pas... Il a proposé des réformes. Tout le monde a adhéré, faut-il dire. Parce non, tout le monde n'a pas adhéré. On a voté pour lui à 63%, Merci. 62-63%. Et les 63% n'ont pas voté pour les réformes. C'est pour ça que je vous dis, on a voté pour le dégagisme, on a voté pour la victimisation et on a voté pour un programme qu'on ne connaissait pas. Donc, le résultat, c'est que ceux qui ont voté ne savaient pas exactement ce que c'était que la rupture. Oui, mais madame, le programme ou le projet de société aussi, on a bien l'impression qu'on a pris des distances avec ce qui avait été promis en 2016 et ce qui a pu se dérouler par la suite. Non, là, il faudra peut-être faire un bilan pour le dire très clairement, parce que, à mon sens, je vous l'ai dit, il y a un nouvel ordre politique qui se met en place et j'ai comme l'impression que c'est bien ce qui était projeté depuis le départ et que c'est nous peut-être qui n'avions pas... Et l'ordre politique qui se met en place, c'est quoi? C'est de maintenir, enfin, c'est de créer 3 partis politiques au niveau des exécutifs décentralisés et d'avoir 2 ou 3 partis à l'Assemblée nationale? C'est d'avoir peu de partis. C'est d'avoir peu de partis qui soient des partis d'envergure nationale et qui soient représentatifs de tous les Béninois
et qui ne soient pas des partis de clans, de régions, de marchandages. Quand on a décidé ça, vous croyez que sur les 13 millions que nous sommes, il faut penser qu'il faut combien de partis véritablement? Ah bah je ne sais pas, mais quand on veut faire des réformes, il faut tenir compte aussi du contexte sociologique, du contexte historique aussi, parce qu'on a beau reprocher peut-être aux partis politiques d'être régionaux, ils ont quand même cet aspect d'être dans leur aspect régionaux, d'être je dois dire, des éléments d'expression de ces régions-là sur l'ensemble du territoire national. Quand vous prenez par exemple le PRD d'alors, c'est quand même, quand vous voyez la position, c'est quand même, je dois dire, l'identité de l'Ouémé du Plateau qui transparaît à travers justement ce parti. Ce que ne peut pas appeler justement la réforme qu'on est en train d'observer là. Et on ne va pas oublier que le Bénin, c'est quand même une mosaïque de culture, de peuple, de vision, de conviction, d'histoire, d'identité, dont il faut tenir compte, notamment en construisant les partis politiques. Les partis régionaux, c'était ce qu'il y a de plus dangereux pour la démocratie. En quoi? En ce que, par le passé, lorsque nous avions le conseil présidentiel, que Mathieu Crépeau a renversé en 1972, il y avait des leaders de région. Oui. Les élections étaient une épreuve à ce point difficile que pour ne pas avoir à faire des élections, notre génie a inventé le conseil présidentiel, avec 3 présidents pour lesquels on ne votait pas, mais qui se succédaient. Mais on a trouvé une solution depuis 1990. C'est pour vous dire que ce sont les partis régionaux qui nous ont amenés là, à ce point où on était obligé de ne pas pouvoir faire des élections, au point d'aller trouver une formule pour que nous ayons 3 personnes. Est-ce que ce n'était pas plus intelligent, est-ce que ce n'était pas plus intelligent justement 3 personnes qui ne s'entendent pas, d'accord, enfin, qui se combattent sur le plan politique, sur le terrain politique, qui s'asseyent finalement, qui se disent, bon, ok, au lieu de nous perdre, enfin, de perdre nos énergies dans, je dois dire, le débat et la concurrence et la bagarre politique, trouvons un moyen de diriger la destinée de notre pays, voilà. Nous avons toujours eu du génie pour trouver les bonnes solutions quand nous voulons sortir des problèmes. Oui. Mais quand ils sont allés à Savet pour aller créer ce conseil présidentiel, ils avaient pris des engagements. Lorsque vous lisez le discours par lequel Mathieu Kérékou a pris le pouvoir en 1972 et tous les dysfonctionnements qu'il mettait sur le compte de ce conseil présidentiel qui à la fin conduisait le pays à sa perte, vous comprenez qu'ils n'ont pas pu s'entendre pour faire l'essentiel de ce qu'on attendait d'eux. Ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que les militaires ont été obligés d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas des arguments pour justifier un coup d'État qui est intervenu rompre un élan? Vous pensez qu'en 1972, le peuple béninois était triste de son coup d'État? Tout le monde jubilait, tout le monde était content parce que tout le monde savait il fallait que quelque chose se fasse. Oui, mais c'est le paradoxe de tout peuple dans le monde. Quand il y a un coup d'État, vous avez vu au Niger, vous avez vu au Burkina, vous avez au Mali, ils ont tous applaudi le coup d'État. Vous savez, nous avons publié il y a quelques jours, le 26 octobre, à l'occasion du 26 octobre en tout cas, ce discours-là dont je vous parle, le premier discours de Mathieu Kérékou, lorsque vous le lisez très honnêtement, on dirait que c'est la situation actuelle qui est en train d'être réformée là, que Mathieu Kérékou était en train de peindre. Parce que les mêmes causes finissent toujours par produire les mêmes effets. Et nous étions en train d'aller avec les leaders de région et les partis de région vers des confrontations électorales qui auraient fini par créer de gros problèmes. Il y a aussi le fait que nous avons fait en sorte que dans notre pays, il n'y ait que la politique qui ait de la valeur. Nous avons donné une telle importance à la politique politicienne que tout est noyé. Celui qui travaille honnêtement, qui gagne sa vie honnêtement, qui a fait de bonnes études et qui donne le meilleur de lui-même, ne gagne pas sa vie aussi bien que le petit politicien de quartier qui a été élu à la faveur d'une élection sur une liste. Vous n'allez pas banaliser les efforts qu'il fait pour se faire élire. Hein? Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire des efforts pour se faire élire que de faire toute autre chose. Okay. Et même l'élite intellectuelle est obligée à un moment de constater qu'il vaut mieux laisser ce pourquoi ils ont étudié pour venir faire de la politique. Parce qu'il n'y avait que ça qui payait. Et c'était l'objet, en fait, de toutes les cristallisations, de toutes les passions, de toutes les frictions. Et ça, on était dans le chantage permanent. Ça nous plaisait bien, parce que ça permettait à chacun c'est la vitalité démocratique. C'est ça qu'on peut appeler la vitalité de la démocratie, mais il y a un fait qu'il faut ne jamais oublier.
c'est que dans la jouissance, on ne peut pas créer la prospérité. On ne crée la prospérité que dans la privation et dans le sacrifice. À partir du moment où nous sommes réfractaires, parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui, réfractaires à toute idée de sacrifice et de privation, c'est que... C'est humain, hein? C'est pas spécifique. C'est pour ça que c'est toujours une petite partie de la classe dirigeante qui est obligée de prendre ce genre de décision au nom de tout le monde. Et vous ne verrez jamais aucun pays où on a créé la prospérité en étant dans la jouissance au quotidien. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut créer une rupture et provoquer la naissance d'une nouvelle génération de politiciens. Il faut quand même une transition parce qu'à l'allure où vont les choses, on a bien l'impression qu'on renvoie certains dinosaures politiques à la retraite, peut-être anticipée, peut-être précoce, ou je ne sais pas trop quoi, normal, pour faire naître d'autres acteurs qui forcément n'ont pas encore fait leur preuve sur la place publique. Ah, il y en a beaucoup qui ont fait leurs preuves et qui sont totalement invisibles. Ah ouais? Ah oui, parce que quand on a fait ses preuves en politique, on n'est pas invisible. Tant que les dinosaures dont vous parlez étaient présents, ils faisaient de l'ombrage, véritablement, à une certaine classe politique, à la classe politique suivante. Donc, oui, si les dinosaures s'en vont, il y aura toujours assez de gens pour prendre la relève, vous pouvez en être sûr. Parce que les dinosaures dont vous parlez au moment où ils prenaient nécessaire de faire pour servir la République. Ça n'a peut-être pas donné tous les résultats qu'on attendait, mais ça a été une expérience sur la base de laquelle nous avons pu faire des aménagements. Et la République suit son cours. La République suit sa marche vers le progrès. Et cette marche est déterminée par l'histoire d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Donc, les réformes que nous vivons aujourd'hui peuvent ne pas plaire, mais je pense que quelque part, il n'y a pas que de la négativité à y voir. Il y a certainement un certain nombre de points positifs à y voir parce que nous avons tous été d'accord en 2016 qu'il fallait faire quelque chose. Et si quelque chose est fait, on peut se dire, bon, ce n'est pas tout à fait ce que nous aurions souhaité. Et c'est ça aussi le débat citoyen que nous ne faisons pas. Au lieu de dire, oui, ce qui se fait est nécessaire, est utile, on dit, rien n'est bon. Rien n'est bon. Peut-être parce que dans le fond, rien n'est bon. Je suis totalement perplexe lorsque Boni Yayi, par exemple, qui a été celui qui a été le plus indigné par la façon dont la politique politicienne fonctionnait dans ce pays, se dresse contre les réformes et dit non, on ne doit pas faire de réformes. C'est la parole de Patrice Talon contre celle de Boni. Enfin, encore que Boni Yayi n'a pas encore réagi face à ces accusations. Non, mais nous avons suivi le débat politique jusqu'à ce jour. Vous ne pouvez pas dire que Boni Yayi n'est pas allé au marché former des points. Des coups de poing. Il voulait marcher, on s'est opposé à lui. C'est ça. Vous ne pouvez pas dire. C'est ça contre les réformes. Vous ne pouvez pas dire que Boni Yayi n'a jamais critiqué les réformes de Patrice Talon. Vous ne pouvez pas le dire. Tout comme Soglo à la fin aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis, moi je ne comprends pas que ceux-là soient dans la critique de la réforme. Moi j'aurais bien voulu qu'ils soient dans l'amélioration des propositions pour améliorer les réformes. Si j'avais été à la place de Patrice Talon, voilà ce que j'aurais fait. Et je pense que même d'ailleurs, ils auraient dû chuchoter ces améliorations dans les oreilles de leurs successeurs. Peut-être qu'ils l'ont fait. Pour dire, voilà ce que nous aurions proposé. Mais à partir du moment où ce n'est pas vous qui êtes à la manœuvre, à partir du moment où ce n'est pas à vous que le peuple a fait confiance pour faire la rupture, vous n'avez pas à imposer votre vision à vous de la rupture. Ah, si, dans la barre, on sent qu'on est en train de procéder à un virage dangereux, pourquoi pas? Le virage dangereux, c'est ça la rupture. Ah oui? Où est la rupture s'il n'y a pas de virage? Au prix de nos vies, peut-être? Au prix de la vie de qui? Ah mais moi, je ne sais pas. Enfin, j'essaye de comprendre ce qui peut expliquer une attitude. C'est la rupture, justement, qui est le virage. Oui. Mais je dis, vous voyez, la guerre que se font les uns et les autres aujourd'hui, parce que chacun est de bonne foi, hein, ceux qui critiquent violemment sont de bonne foi. Ils pensent que c'est ce qu'ils doivent faire parce qu'ils pensent défendre le pays. Mais celui qui réforme avec autant d'ardeur est aussi de bonne foi parce qu'il pense qu'on ne peut pas laisser le pays être dans l'état où il est. Donc, je pense que chacun a raison. Mais par conséquent, le débat se fait sur le fait que, pour les uns, l'ancrage de 1990 est définitif et que, quelles que soient les réformes qu'on fait, on ne touche à rien. Alors que celui qui réforme est certainement en train de se dire 1990, c'est caduc. Le monde évolue et il faut adapter le Bénin à l'évolution du monde actuel. Parce que le monde nous regarde d'en haut, parce que le monde tout entier est déjà, la plupart
des grands pays du monde sont déjà dans le siècle prochain, pendant que nous sommes dans les petites querelles de politicards. Je parlais des exécutifs au niveau donc des communes et des municipalités qui vont donc garder leur physionomie à peu près. Hein. Je dois dire, sur les 5 prochaines années, oui. Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas quand même matière à s'inquiéter. Ce pourquoi on devrait s'inquiéter, ce n'est pas la présence de ces 3 partis politiques. Ce pourquoi on devrait attirer l'attention, c'est l'absence de ceux qui n'auront pas été là pendant 10 ans. Et vous n'allez pas dire que le parti Les Démocrates n'a aucun militant qui ait souhaité qu'il y ait un élu démocrate dans sa commune, dans son arrondissement, sur ces 10 dernières années-là. Et ça, c'est un handicap. Oui, je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu faire mieux. Vraiment, on aurait pu faire mieux. Mais le souci ici, à mon sens, et vous le noterez à travers la trêve politique qui a été proposée, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans la contestation, pour la contestation, qui sont dans la contestation pour les besoins justes de la logique politique, et pas vraiment pour que le pays se construise, mais parce qu'on nous a dit que dans le système dans lequel nous sommes, il faut que des gens tirent vers la droite et que d'autres tirent vers la gauche. Le monde a fait un peu de tout. Bon, donc peut-être que c'est un peu ça qui est en train d'être réformé aussi, pour qu'on se dise, on n'a pas besoin de s'opposer quand rien ne nous oppose. Quand nous voulons tous construire le pays, quand nous avons tous le souci de faire avancer notre pays et que nous savons tous à peu près ce que nous attendons que le dirigeant fasse, quelle raison avons-nous de faire en sorte qu'il soit handicapé dans ce qu'il fait? Quelle raison avons-nous de travailler? La critique handicap pas. Non, l'opposition ailleurs, je le disais sur un plateau, l'opposition ailleurs est conçue comme un débat d'idées. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous entendez, on dit la gauche, on dit la droite, on dit le centre, parce que ce sont des idées qu'on fait prévaloir. Oh, la trêve, sous les tropiques, oui. L'opposition, c'est une querelle de personnes. C'est un affrontement de personnes. Et ça, il faut réformer ça. Oui, mais c'est pas normal. Ça ne s'arrête qu'aux paroles, qu'aux invectives sur la place publique, peut-être par les médias interposés, ça s'arrête là. En 2021, il me semble que nous sommes allés à des élections où il n'y avait pas que ça. Ah, vous semblez l'oublier. En 2021, nous sommes allés à une élection où, en face, on n'avait pas que discuter d'idées. Il y a eu des affrontements. Oui, ça c'est dans un contexte électoral précis. Mais si, précisément, c'est de ça que nous parlons. Oui, mais si on veut décréter une trêve sur 4 années, pendant une gouvernance qui dure 5 ans, ben, parlons d'une monarchie tranquillement. C'est une proposition, oui. Je n'y adhère pas à titre personnel, parce que je ne comprends pas tous les contours. Quelles peuvent être les motivations pour... Il y a des motivations, je viens de vous le dire. On ne peut pas être dans un pays où tout le temps on se tiraille. Ça ne peut pas continuer. Nous avons un pays à construire. Nous n'avons pas que de la politique à faire. Vous avez entendu combien de débats sur ce que nous faisons du développement de notre pays? Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Les médias ne sont pas aussi disponibles, et même s'ils étaient disponibles, les acteurs aussi ne sont pas disponibles. Merci Tanguy. Il faut dire que les acteurs ne sont même pas disposés à faire ce genre de débat parce qu'ils ne sont pas concernés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Nous voulons dégager Patrice Talon pour que les prisonniers soient sortis, les exilés rentrent et que tout ce qu'il a construit soit déconstruit. Ça, ce n'est pas un projet de société sur la base duquel... Vous réduisez trop le programme de société. Alors, dites-moi ce que j'ai oublié. Ils ont un programme, bon, je ne sais pas si vous l'avez lu quand même, ils ont un projet de société. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont élaboré des idées et quelqu'un a même mis ces idées-là dans un livre qu'il a rendu public récemment, bien avant même. Vous dites quelqu'un? Oui. Vous dites quelqu'un? C'est un militant pas un parti. C'est un militant pas de le parti. C'est un militant la preuve, la preuve, c'est que pour choisir leur candidat, ils ont été obligés de demander à chaque candidat de venir avec son projet de société. Oui. Vous comprenez que le parti n'en avait pas. C'est tout le drame. Le parti peut avoir des lignes directrices et attendre à ce que chaque militant puisse apporter ou proposer ses idées par rapport à ces lignes directrices. Ça ne se fait pas comme ça ailleurs. Ah oui? Moi, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Ceux dont nous avons copié le système politique ne font pas comme ça. C'est ça. Le parti politique a un projet de société. En tout cas, vous prenez Moël Bénin. Moël Bénin a un projet de société. Ah bon? Oui, oui, oui. Moi, bien élaboré. Bien élaboré. Et sur le plan de l'école, qu'est-ce qu'on fait? De la santé, qu'est-ce qu'on fait? Curieux de lire. Allez-y le lire. Moi, je vous assure, Moël Bénin a un projet de société qui est connu.
Bon, Le PR aussi. Le BR aussi. Je ne sais pas. FCBE aussi. je ne sais pas. D'accord. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que je suis orphelin du débat politique. Que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de débat. Sur ce plateau, je vous ai rappelé que nous, à Canal 3, on nous fait beaucoup de procès pour dire que nous ne donnons pas la parole aux opposants. Mais j'ai écrit et signé de ma main un document dans lequel j'ai humblement demandé à tous les partis politiques, y compris aux démocrates, nous avons besoin de vous pour discuter d'idées. Envoyez-nous des personnes, de ressources, pour que nous ayons de vrais débats d'idées. Ils n'ont même pas eu la courtoisie de répondre. Parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est comment prendre le pouvoir et faire ceci, faire... Non. Ou conserver le pouvoir. C'est d'un voyez, côté. ou conserver le pouvoir. L'UPR, le BR et tous les partis... Il n'y a pas de projet que moi je connaisse. Oui, quand on les Donc, invite, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, mais je dis, moi je peux comprendre que ceux qui sont à la mouvance se disent, bon, nous avons le pouvoir, nous voulons le conserver, nous n'avons pas besoin de fatiguer outre mesure. Mais Que font-ils du compte rendu ou de la reddition de comptes? Non, on peut leur reprocher. Oui. Mais ils ont moins de contraintes que ceux qui veulent les faire partir et qui ont l'obligation de nous proposer une alternative. On nous dit non, ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Nous pouvons faire comme si nous proposons telle réforme. Déjà, quand on nous dit qu'il ne doit pas y avoir de réforme, c'est que quelque part... Ah bon, ils disent ça? Dites-moi ce qu'ils ont proposé de réformer. Ils n'ont pas encore eu le Ils n'ont jamais rien dit. Ils n'ont jamais eu le moyen d'aller exposer justement... Je vous dis, on leur a donné la possibilité, ils ne sont pas venus. Allez, on va revenir Donc, non, c'est pour vous dire que émission, je suis d'accord avec vous que nous sommes dans un cas de figure où les gens, chacun ne prend pas à cœur son rôle. C'est peut-être une transition vers ce que j'appelle un nouvel ordre politique qui s'installe. Et si on est dans la logique de Patrice Talon, en tout cas pour ce qu'il a affiché lors de la dernière sortie médiatique, pas évident qu'on ait encore le Parti des démocrates à l'Assemblée nationale. On aura donc, parce que son argument, c'est que le parti n'est pas à même d'avoir les 20% sur l'ensemble, dans chacune des 24 circonscriptions électorales. En tout cas, le débat peut se faire à ce niveau-là. Mais quand on s'inscrit dans ce schéma-là, les démocrates ne seront pas encore au prochain rendez-vous, notamment de la législature prochaine, ce qui va faire que non seulement le parti sera absent aux compétitions présidentielles, les communales, et donc ne sera pas aussi au Parlement. C'est carrément une exclusion de fait qui ne se dit pas. Absolument. Si on se met dans la perspective de l'affrontement politique permanent, oui. Mais il y a une ouverture qui a été faite. Laquelle? L'accord de gouvernance. Oui, mais pourquoi on doit contraindre un parti à avoir une attitude sur l'espace public? C'est pour ça que je vous dis que nous n'avons pas... Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un déficit de compréhension par rapport aux réformes en cours. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dans la droite ligne de la trêve. Il faut que les affrontements s'arrêtent. Rien n'oppose un parti de la mouvance présidentielle à un parti d'opposition, véritablement. Les idées? Rien, aucune idée. Les idées? Rien, Tanguy. Il n'y a aucune idée qui les oppose. Comment? Si quelqu'un quitte la mouvance présidentielle aujourd'hui pour se retrouver dans l'opposition, il est chez lui. Ah bon? Si quelqu'un quitte l'opposition pour être dans la mouvance présidentielle demain, il est chez lui. D'accord, on a vu quelques députés qui sont attendus. Il n'y a rien qui les oppose. Il n'y a que des questions d'opportunité, d'intérêt à saisir qui les opposent. Il n'y a rien d'autre. Et à partir du moment où on laisse une ouverture en disant, allez, un accord de gouvernance, nous sommes tous pareils. C'est quand même bizarre, non? Quelle est la logique morale lorsqu'on se... Oui, c'est pourquoi je vous dis, lorsqu'on se met dans l'ancrage de 1990 et qu'on n'en sort pas, on pose cette question. Comment ça? Comment? Où est la logique? Oui, voilà, logique. Parce que nous l'avions condamné en 2015-2016, quand on a vu par exemple des partis comme FCBE, des partis comme PRD, des partis comme RB, des partis comme... est-ce que mes souvenirs sont bons? PSD, bon, je ne suis pas très sûr par rapport à ça. En tout cas, les grands partis de l'époque se réunir pour soutenir un certain Lionel Zissou. On avait été dérangé un peu de voir que ceux qui ont combattu, notamment le PRD qui a combattu pendant 10 ans la gouvernance de Boni Yahi, puissent quand même tomber d'accord pour soutenir un certain Lionel Zissou. C'est vous qui étiez dérangés. Les hommes politiques entre eux ne sont jamais dérangés. Mais nous parlons de morale. C'est de ça que je vous parle. Il n'y a aucune morale. Il n'y a rien qui les oppose. Il n'y a absolument rien qui les oppose. Et ils ne nous proposent pas des projets de société contraires. Donc, je ne sais pas, il n'y a rien.
Il n'y a que des questions d'opportunité qui les séparent ou qui les réunissent. À partir du moment où il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de ligne de démarcation, à partir du moment où il n'y a pas de proposition alternative à ce qui est en cours, qu'est-ce qui empêche les gens d'aller en accord de gouvernance? C'est pour aller tous à l'Assemblée nationale. Et à partir du moment où vous êtes à l'Assemblée nationale, vous avez fait votre déclaration d'opposition, c'est pour la forme. Il faut en convenir aussi. Parce que l'opposition, en fait, c'est quoi? C'est que chaque fois que les autres proposent, on dit on ne vote pas. L'opposition s'arrête là. Non, l'opposition a proposé mieux que cela, notamment l'opposition des démocrates. Ils ont déposé des propositions de loi, ils ont fait des amendements. Le chef de l'État a reconnu même la dernière fois que pour un budget qui devrait être voté, ils ont fait des propositions aussi. S'ils étaient tous dans la mouvance présidentielle, Oui. est-ce qu'ils auraient été à court d'idées pour faire cette proposition-là? Ah, mais moi, je ne sais pas, mais... Ce n'est pas leur positionnement qui leur donne des idées. On aura eu l'impression... Non, vous savez, il y a la forme qu'on a donnée à la démocratie. Et cette forme-là est en train de déranger, même ceux qui ont inventé la démocratie sont en difficulté. C'est laquelle? Donald Trump est aujourd'hui en train d'abattre toutes les barrières. Les Américains sont dérangés, ils sont dans leur mal-être démocratique tous les jours. Parce que le monde évolue. Et qu'il ne faut pas attendre de continuer de dire c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit être. C'est ça, mettons stop. Et disons, ne fait plus la démocratie, puisque la démocratie, ses caractéristiques sont bien connues, ses principes sont bien connus. Si on veut outrepasser ces principes, on arrête tout le monde le matin, on dit, bon, écoutez, officiellement, nous ne sommes plus la démocratie. Et là, tout le monde tombe d'accord et n'est plus surpris par les frontières qu'on enjambe nuitamment. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, personnellement, j'ai toujours souhaité qu'il faut qu'on s'asseye pour redéfinir notre système politique? Ce que nous voulons pour nous. Voilà. Donc moi, je pense que c'est ce qu'on n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'il y a des désaccords profonds entre ce que Patrice Talon propose et qui est tout à fait dans une certaine logique et qui rencontre l'opposition de ceux qui s'opposent dans une certaine logique qui est défendable aussi. C'est parce qu'on ne se comprend pas. Il y en a qui ont la tête dans les années 90 et il y en a qui sont sortis complètement du schéma de 90 pour se dire, mais 90, ça ne nous apporte rien. La démocratie qui nous permet, on crée les institutions, on se chamaille, on fait des élections une bonne kermesse, et puis le pays, il est comme il est. On ne peut pas continuer, on peut pas continuer comme ça non plus. Donc, je pense qu'il y a un déficit de communication et de compréhension qui nécessite, quoi qu'on dise, qu'il y ait une manière de réunir, il faut qu'on réunisse un certain nombre de personnes. Mais il y avait eu l'idée de voir ça. Mais vous savez, quand on crée un Sénat, avec la composition que nous voyons là, c'est peut-être aussi pour permettre aux esprits les mieux avertis de débattre de ces choses-là qui ne sont pas de l'ordre du débat public. Ah oui? Ah non, vous ne pouvez pas faire un débat comme ça publiquement et trouver une solution. C'est quoi? On veut créer un couvent, c'est ça? Ou c'est les hauts dignitaires qui vont se réunir? Ça ne s'appelle pas un couvent, ça s'appelle un creuset où se retrouvent des personnes éclairées. Ou bien un ring où peut-être Boni Yahi et Patrick vont continuer à faire leur pugilat politique depuis... Le pugilat, ils le font pour la simple raison que on est dans l'ancrage de 1990. Si on en sort, il n'y a aucune raison de faire du pugilat. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de savoir tous les contours de ce Sénat et peut-être d'apporter notre contribution en tant que citoyen au débat qui va certainement avoir lieu à l'Assemblée nationale demain vendredi. Justement. Et en tirer le meilleur. Et en tirer le meilleur pour notre pays. Parce que c'est la mouvance présidentielle qui a proposé, à travers les responsables de 2 groupes parlementaires, il n'y a aucune raison que la mouvance rejette cette proposition. Donc, elle a de très fortes chances de passer. Par conséquent, il faut que chacun, dans la mesure du possible, apporte quelque chose pour améliorer. Oui, mais comment on apporte quand le projet il n'est même pas sur la place publique? Mais on a fait fuiter quelques traces, puis après on a senti que nous n'avons pas la culture. Il fallait retirer ça. Le projet, il est publié partout. Ah non, moi je... Alors tout le monde l'a lu, il est publié. Ah oui, il est publié partout. Non, le jour où on a dit on a déposé un projet, on a vu circuler, c'est pas moi, une esquisse.
Puis après, quand on a commencé à appeler ceux qui sont concernés pour dire est-ce que c'est vraiment ce sur quoi vous voulez débattre, ils ont commencé à dire non, on veut revenir, on a des amendements encore à apporter, on a des retouches à faire, etc. De sorte que même le document qui a circulé n'était plus vraiment un document crédible sur lequel on peut travailler. Vous savez, nous n'avons pas la culture du débat parlementaire. Nous n'avons pas cette culture-là parce que nous considérons toujours que toutes les questions qu'on met en débat à l'Assemblée nationale ne concernent exclusivement que les députés. Ce n'est pas le cas. Ce qui est très dérangeant. Ce n'est pas le cas. Tous les citoyens, à partir du moment où la loi est annoncée, c'est public. Oui. C'est pour ça qu'il y a un porte-parole de l'Assemblée nationale qui annonce les sujets des débats qui sont à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc il appartient à chaque citoyen, à chaque groupe de pression, à chaque communauté de prendre ses dispositions pour aller vers l'Assemblée nationale, connaître le contenu du débat, apporter sa part de contribution. C'est comme ça. Tous les citoyens ont le droit, à partir du moment où cette annonce est faite, d'écrire au président de l'Assemblée nationale pour dire voilà ce que je pense de la loi, voilà ce que je propose. C'est-à-dire la boîte postale du président va mais quand vous n'avez rien à dire, et quand vous n'avez rien à dire d'autre que de balayer du revers de la main ce qui est en train d'être fait, vous comprenez que même si vous écrivez, ça n'a aucun sens. On ne prend en compte que véritablement les documents dans lesquels il y a une véritable contribution. Et il y en a. Dans quelle démarche objective, justement? Comme moi, j'écris, par exemple, qu'est-ce qui me rassure que, objectivement, les députés, vous l'aviez dit, si c'est une proposition qui est partie de deux leaders, deux responsables de groupes parlementaires de la mouvance, c'est admis directement que si moi je fais des propositions qui ne sont pas inscrites dans la droite ligne ou dans l'esprit dans lequel ces deux leaders sont restés pour faire leurs propositions, eh bien, tous les députés de la mouvance vont voter contre ma proposition. Alors, quelle est l'objectivité dans laquelle, justement, mes propositions parviennent au président de l'Assemblée nationale? C'est dans la démarche. Ah oui? Le président de l'Assemblée nationale affecte votre document à la commission des lois. C'est là que se fait le débat, l'essentiel du débat. Au sein mais de elle est la commission des largement lois. dominée justement par les membres de la mouvance. Vous n'avez pas idée du nombre de contributions qui sont étudiées au niveau de la commission des lois. Ah oui? Ah oui, vous n'avez pas idée. Moi, je me suis un tout petit peu renseigné lorsque on a voté la loi sur la chefferie traditionnelle. Vous n'avez pas idée du nombre de contributions. Tout le monde a écrit. Et la commission des lois a l'obligation d'éplucher chaque document qui lui est affecté pour en tirer ce qui est utile et faire des débats autour de ce qui est utile dedans. Est-ce qu'ils font le retour à ceux qui font des propositions? Non, parfois ils écrivent. En tout cas, ils écrivent pour accuser réception. Pas la commission des lois, mais l'Assemblée nationale. Oui. Accuse. Mais je veux savoir, est-ce que la commission, réception. elle, quand le sujet arrive, qu'ils en débattent, qu'ils trouvent ceci pertinent ou ceci pas pertinent? Oui. Peut-être qu'il y a une démarche comme ça, j'en sais rien, mais à mon sens, on ne peut pas... Ça aurait été judicieux pour permettre l'objectivité dans les choix. Vous me venez de dire que la boîte postale peut exploser. On ne va pas répondre à 3000 personnes s'il y avait 3000 contributions. Donc, s'il y a des contributions sérieuses, parfois on vous invite, quand votre contribution est sérieuse, la commission vous invite pour venir vous-même plancher. Ça existe. Donc, ce n'est pas comme lettre à la poste qu'on a tendance à penser là. Non, il y a de vrais débats. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, en faisant le procès d'office de la négativité d'une telle institution dans l'architecture institutionnelle, dire ça ne nous concerne pas. Bon, j'ai vu les syndicats écrire. Pour dire qu'ils sont opposés. Les syndicats ont écrit juste qu'ils sont opposés. Non, ils ont avancé des éléments d'arguments. Ils se sont fondés sur dire les démarches. Qu'ils sont opposés. Oui, non, ils ont envoyé des démarche arguments pour montrer qu'en réalité, le terrain vers lequel on va serait un terrain un peu difficile pour nous, en tout cas sur la voie de la démocratie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas dire non, c'est pas bon, ou bien dès lors que l'idée est jetée, il faut forcément des contributions pour confirmer l'idée qui est jetée. L'idée peut être mauvaise, non? Quand les députés émettent une proposition de loi, elle peut être totalement mauvaise et dangereuse pour la République. Et quelqu'un peut dire, je suis contre. Il faut, dans ce cas, considérer que les députés sont des personnes qui n'aiment pas leur pays. Non, c'est pas ça. Ils peuvent de bonne foi proposer des choses qui ne répondent pas à la réalité. Il ne faut pas faire le procès à nos députés qui sont des pantins. On n'a pas dit qu'ils sont des pantins, on a dit qu'ils sont des humains. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des limites dans leurs propositions. Il n'y a pas que deux, il n'y a pas que trois députés. C'est des dizaines de députés provenant de toutes les régions du Bénin. Qu'ils ont réunis pour faire la proposition de révision de la Constitution, là. Vous pensez qu'ils ne sont pas solidaires?
Ah, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais été député. Mais c'est ça que je vous Et dis. il y a longtemps, j'ai vécu à Ce genre de l'Assemblée choses, nationale. ce genre de choses, on ne le fait pas sans prendre des précautions. Si votre loi n'a aucune chance de passer, vous ne pouvez pas aller la déposer. Vous avez déjà fait un travail préalable pour prendre le pouls et pour essayer de convaincre le maximum de gens que ce que vous voulez faire là est important. Il ne faut pas penser qu'on se lève, on prend une loi et puis ça y est, on jette à l'Assemblée nationale, on dit allez, venez voter. Non! Il y a un travail préalable qui est fait. Donc, tous les députés, qu'ils aient été convaincus de bonne foi ou de mauvaise foi, Oui. ont quand même accepté à un moment ou à un autre que oui, bon, pour le principe, oui, ça va. D'accord? Oui. Donc, à partir de ce moment, c'est une majorité qui propose le projet. Quand c'est une majorité qui propose ça, c'est difficile de dire que ça ne vaut rien du tout. Parce que ils sont quand même doués d'intelligence, nos députés. Et ils ne sont pas tous achetables. Il ne faut pas faire le procès aux gens que quand ils se trouvent dans le camp de la majorité présidentielle, leur cerveau, ils sont lobotomisés et que leur cerveau ne fonctionne plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est de bonne guerre pour ceux qui sont dans l'opposition. C'est de bonne guerre pour ceux qui sont dans l'ancrage de 90. De dire, par rapport au schéma qui s'est destiné à l'Assemblée nationale, à la conférence nationale, ce que vous voulez faire là, c'est pas un bon. sacrilège. N'est-ce pas? Oui. Mais il faut peut-être aller au débat pour comprendre pourquoi autant de députés décident d'aller contre Ce serait la l'ancrage de la 90. démarche viendrait des députés, que ce serait intéressant. Si les députés reçoivent la lettre des syndicats, de les appeler pour leur expliquer dans une démarche pédagogique pourquoi il faut s'inscrire dans cet ordre. Ce serait aussi bien. Si les syndicats avaient une part de vote dans l'affaire, cette démarche se comprendrait. Ah bon, donc parce que, bon, ils n'ont pas le droit de vote, bon, Ils n'ont pas on peut même pas exprimé- les écouter, on peut même pas Ils regarder n'ont de leur pas côté. exprimé le besoin, à mon sens, ils n'ont pas exprimé le besoin de comprendre l'intérêt de la loi. Ah non, ils n'ont pas besoin d'exprimer un besoin. Quelqu'un qui trouve votre idée maladroite, malvenue, etc., tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être encore compris votre idée. Et j'enregistre- la démarche j'enregistre ce que- spontanée de la part de celui qui propose l'idée, c'est de l'appeler, de lui dire voici dans l'esprit dans lequel je suis. Et non de jeter immédiatement à la poubelle. Moi, je pense que ce que les syndicalistes auraient dû faire Oui. n'est pas d'écrire une lettre pour rejeter Qu'est-ce qu'ils d'office. auraient dû faire? Ils auraient dû se laisser une ouverture pour que l'Assemblée soit obligée, quelque part, de les recevoir. Comment ça? Écrit Pour pour que- dire, bon, nous voulons, Oui, oui, nous voulons oui, que oui, vous oui, nous oui. expliquer. Si, si, si. Si, si. Ils ne sont pas les mandants, même les peuples votant directement au niveau des circonscriptions électorales. Non, mais s'ils font, n'ont s'ils pas en font- encore obligés, s'ils font une n'ont pas encore demande obligés. express, Oui. s'ils font une demande express, Oui. je pense qu'il serait difficile de leur dire non. Ah oui? Oui, oui, je pense qu'il serait difficile de leur dire non. Nous voulons comprendre et amender. Nous voulons venir vers vous pour comprendre ce que vous voulez dire, comprendre ce que vous voulez faire et amender. Mais lorsque quelqu'un est à la manœuvre et que vous dites à cette personne, ce que tu es en train de fabriquer là, c'est une connerie, la personne ne se croit plus obligée de s'intéresser à ce que vous racontez. Oui. Ah, c'est l'autre volet de la question, du sujet qu'il faut Ça veut dire comprendre. qu'il est épidémique, la personne là. Parce qu'un responsable, un chef. Un responsable Oui. ne fait pas non plus cette démarche qui consiste à jeter complètement l'idée de ceux qui sont mandatés pour agir et qui agissent. Quand on est responsable, quand on est chef, enfin, chez nous, dans la tradition, on dit que la tête du chef, c'est un tas d'ordures et qu'on devrait tolérer parfois même les outrages les plus intolérables. Et donc, que des gens utilisent des tons qui ne vous agréent pas ou des démarches qui ne vous plaisent pas, ne devrait pas susciter de votre part de l'allergie au point de les mettre du côté. Il faut les appeler, Tanguy, leur expliquer. dans tous les cas, Oui. la démarche de la popularisation n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale, OK. ni par le gouvernement. OK. Si la démarche de la popularisation avait été adoptée, Oui. il est évident que les syndicats, C'est- à un moment ou à un autre, Oui. auraient été appelés pour discuter. Et échanger autour. Voilà. Et nous sommes là, pas sur n'importe quelle loi. Hein. Nous parlons de la Constitution. Et on n'a pas besoin de populariser les démarches. C'est un choix, parce que la Constitution ne dit pas que toutes les retouches doivent être popularisées. Ce n'est pas écrit dedans. Donc, Pensez il que- y a moyen de réviser la Constitution en Sans s'appuyant sur les même- députés. Oui, sans même, C'est informer prévu. sans même informer le peuple et passer à autre chose. Pas sans informer le peuple. Je vous ai dit, il y a un porte-parole de l'Assemblée qui vient, qui dit les sujets qui sont à l'ordre du jour, et à partir de ce moment-là, il appartient
à toutes les personnes qui sont concernées par ce Oui. sujet de faire la démarche qui est nécessaire. Oh, Donc, moi, je pense Oui. que chacun est dans son rôle. C'est ça. Ceux qui font la loi et ceux qui contestent, chacun est dans son rôle. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a un terrain d'incompréhension et que si ce terrain se rétrécit et qu'on se comprend davantage, Un terrain de discussion. on n'aura aucune raison de se combattre pour quelque chose qui nous agrée tous. On a glissé sur le second sujet sans même s'en rendre compte et là, elle est partie complètement. J'ai quand même un dernier élément. On a l'impression, en tout cas quand on regarde un peu la démarche sous la gouvernance Talon et en rapport avec la Constitution, on a bien l'impression que le gouvernement de la rupture a quelques obsessions avec la loi fondamentale. De 2017 à 2025, on a eu 4 tentatives pour réviser la Constitution. Il y en a qui ont prospéré, il y en a qui sont morts dans l'œuf très tôt, comme notamment la première en 2017. Qu'est-ce qui peut expliquer autant d'obsessions? La réforme. Ah oui? La réforme. Ça veut dire qu'on ne s'assoit pas suffisamment pour prendre le temps de réfléchir à l'ensemble des réformes qu'il faut imprimer au document. Et est-ce que le fait de toucher chaque matin, j'exagère, hein, chaque matin, ne biaise pas un peu, je dois dire, la sincérité de la démarche? Ça dépend de celui qui apprécie. Parce que, encore une fois, ce sont les députés dont on se sert pour faire prospérer la démarche, Oui. même si elle ne prospère pas. Donc, si c'est le chef de l'État, lui tout seul, dans son bureau, qui prenait une décision et qui la signait, moi, je comprendrais votre préoccupation. Mais nous avons élu des députés. Si nous-mêmes n'avons pas confiance en cette députée que nous avons élue, ce n'est pas à nous de nous en plaindre après. Donc, il faut savoir qui nous élisons. Parce qu'une fois que cette personne que nous avons élue est à l'Assemblée nationale, nous savons qu'elle a des prérogatives. Et pendant qu'elle exerce ses prérogatives, nous ne pouvons pas nous lamenter et nous plaindre de ce que notre avis n'a pas été pris. Nous l'avons envoyé pour nous représenter, pour le nous mandat n'est pas mandater. intégral et total. Mais ce n'est pas non plus une révision totale et intégrale qui se fait. C'est des retouches qui ne remettent pas en cause fondamentalement l'esprit de la Constitution. Ah oui? On n'a pas encore fait une révision qui remette totalement en cause l'esprit de la Constitution. Ça veut dire que, enfin, bon, c'est vrai qu'on n'est pas des constitutionnalistes. À une autre époque, on a vu quand même de grands juristes de ce pays dire, même une virgule, quand on l'aura ôté, au préalable, on passe à une autre république. Et nous sommes passés à combien de républiques depuis? Ça, je ne sais pas. Ah, je n'ai attendez. pas encore fait mes cours de Vous droit. voyez bien que, non, il y a de ces hommes de droit qui parfois sont dans l'exagération. La preuve, c'est qu'ils se combattent. Ils ne sont pas tout à fait en phase. Et pendant que d'autres disent que c'est bon, d'autres disent que c'est pas bon. Oui. Donc ça veut dire que c'est une matière spéculative. À partir de ce moment, on ne peut pas suivre ce que dit un juriste qui n'apprécie pas le pouvoir. Il a les arguments qu'il faut pour dire que ce qui se fait est mauvais. Donc, un de juriste la même façon, un autre juriste qui est membre de la mouvance présidentielle trouvera des arguments pour vous dire, bon, donc c'est pas sûr. Ce n'est plus une science exacte. Hein, La science n'est même plus au service. Le droit, ça dépend de la science n'est plus au l'opposition. service de la patrie. Ah oui? La science est au service de la politique. Carrément. Et une dernière curiosité, c'est vrai qu'il me fait de grands signes hein, pour que je boucle cette émission. Une dernière curiosité, j'ai suivi, sinon j'ai lu l'interview d'une personnalité non moins négligeable de la République, en tout cas sur les questions de constitution et de droit public, un certain Théodore Olo, qui dit qu'il n'a même pas, enfin, qui n'a pas encore une idée du contenu de ce test-là. Je ne sais pas si des Théodore Olo, il y en a beaucoup dans la République. Comment on peut faire une telle démarche sans que des Théodore Olo soient informés du contenu? Je ne peux pas en juger. Oui. Pour la simple raison que la loi n'a pas été votée encore. Oui. Et que je ne sais pas si entre-temps, Entre-temps, il a pu faire des démarches ou qu'on lui a envoyé une enveloppe je n'en sais rien du tout. qui contient la loi. Et par contre, je sais qu'il est concerné par l'institution qui sera créée et que je ne vois pas très bien comment on pourrait le faire sans lui en toucher au moins 2 mots, ne serait-ce que de façon informelle. En tout cas, et je considère que par rapport à ce qu'il a dit, il n'y avait pas eu d'opposition formelle, mais il voulait voir la forme. oui, il voulait avoir une idée précise avant de la forme de que se ça prend. prononcer. Et je pense qu'à partir du moment où la loi n'a pas encore été votée, on ne peut pas encore trancher en disant que
ceux qui ont droit à voix au chapitre n'ont pas encore été, Oui, mais n'ont pas été quand encore la loi aura été consultés. votée, qu'est-ce qui serait possible encore Peut-être qu'il sera faire, consulté avant que la loi soit votée. Prière. C'est ce que j'essaye de dire. Bon, ben, pourquoi Donc, pas? ils sont un certain nombre de personnes comme ça, certainement, à mon devront sens, forcément être qui consultés. vont certainement être consultés pour donner leur avis sur ce qui se fait, même si ce n'est pas de façon très, très formelle. Formel. Laissez Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. On a pris beaucoup de temps, hein, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Passez de très bons moments en compagnie de notre collègue. Monsieur Théodore Rouanou, un habitué de cette émission. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Bonjour Monsieur Gaba, bonjour chers téléspectateurs et merci de nous inviter. Quel est le thème que vous proposez à nos téléspectateurs pour ce numéro d'émission? Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'Esprit divin œuvre toujours en votre faveur. L'Esprit divin œuvre toujours en votre faveur. Exactement. Pourquoi ce thème? Et Kanka, la voix de la liberté spirituelle, a choisi de communiquer sur ce thème pour rappeler plusieurs choses. La toute première, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes des âmes. Nous sommes une étincelle divine et non ce corps physique que nous voyons. C'est la toute première chose que ce thème veut rappeler. La deuxième chose que ce thème veut rappeler, c'est que la terre est une école spirituelle, conçue et régie par Dieu, où chacun de nous, où chaque âme apprend à devenir semblable à Dieu. Les gens qui aident les autres plutôt que ceux qui ont besoin des autres sont les gens les plus heureux du monde. Simplement parce que je fais ce que je veux ici, t'as compris? Maman, arrêtez de me faire peur, regardez comment je tremble. Tu veux que je te fasse trembler? Voilà. Sale pervers, dégoûtant. C'est comme ça que les choses se font ici. Je n'ai aucune explication à donner à un traître. Tire-toi. Comment peux-tu traiter les personnes qui nous nourrissent de la sorte? Comment peux-tu défendre un pervers de ce genre qui n'a absolument pas arrêté de manquer de respect à ta fille? Je ne suis pas en train de le défendre. Je suis désolé, excusez-moi. Ce n'est pas possible. J'ai rêvé de ce moment et vous étiez dans mon rêve. Je vous demande pardon. Tout simplement parce que je fais ce que je veux ici, t'as compris? Maman, arrêtez de me faire peur, regardez comment je tremble. Tu veux que je te fasse trembler? Voilà. Sale pervers, dégoûtant. C'est